Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et les conseillers municipaux. Alors ma question porte sur le croisement entre la rue des Venets et la rue du 8 mai 1945. Donc c'est une question que j'ai posée au mois d'avril dernier, quelques jours après le tragique accident qui s'est produit à cet endroit-là. Donc c'est un croisement qui est particulièrement dangereux, il y a une priorité à droite et la plupart des voitures, des deux roues, des bus ont tendance à accélérer en dépit de cette priorité à droite pour pouvoir passer au feu vert au bout de la rue. Donc voilà, je souhaitais tout simplement savoir quels sont les aménagements envisagés pour pouvoir éviter ce type d'accident à l'avenir et que des accidents se produisent à ce croisement. Bonjour Madame Vidal. Effectivement, dans la nuit du 12 au 13 avril, un accident mortel est effectivement survenu à cet angle de la rue du 8 mai et de la rue des Venets. Selon les informations qui nous ont été communiquées par les services de police, les faits se sont déroulés alors qu'un équipage en provenance du commissariat avait été appelé pour intervenir dans le cadre d'une affaire de violence familiale. Cette voiture de police a quitté le commissariat et a logiquement emprunté la rue du 8 mai 45 afin de se rendre sur les lieux de l'intervention. Et c'est au carrefour de la rue des Venets, perpendiculaire à celle du 8 mai 45, que l'accident s'est produit, puisque le conducteur du deux roues ne se serait pas arrêté alors que le véhicule de police venait de la droite et s'engageait dans l'intersection. Tout d'abord, cet accident tragique qui est effectivement dramatique. La première chose qui a été faite par Kader Selmet, c'est de rencontrer la famille. La deuxième chose qui a été faite, j'ai organisé une rencontre avec les riverains et avec également Gilles Gaucher-Casalis pour pouvoir organiser des échanges sur l'organisation de la rue et les points d'amélioration qui pouvaient être apportés. Suite à ça, on est revenu avec des propositions d'action. Je voudrais souligner que l'ensemble de ces actions sont maintenant mises en œuvre et sont le résultat d'un collectif de travail, mairie, élus et habitants. Alors, quelles sont concrètement ces actions qui ont été mises en œuvre ? La première chose, c'est la mise en place d'un radar de signalisation de vitesse solaire qui a pour objectif de ralentir la vitesse dans rue du 8 mai 45, puisqu'effectivement, il y a 2 points qui posaient problème dans cette rue, remontés par les habitants, à la fois la vitesse de l'ensemble des conducteurs et également le non-respect de la priorité à droite. Donc sur le deuxième point a été mis en place un deuxième panneau de rappel de la priorité à droite, un panneau lumineux qui vient d'être mis en place. Ensuite, dans l'autre rue, on a mis en place un ralentisseur qu'on appelle encore coussin berlinois, qui permet effectivement, juste avant l'arrivée à la priorité, de faire ralentir le trafic. Et puis on a été amené à faire remarquer au sol la piste cyclable, qui n'est pas tout à fait une piste cyclable, mais en tout cas le marquage au sol pour la circulation des deux roues, ainsi que un rappel de signalisation autour du passage piéton. Tout ça pour dire que c'est une série d'actions qui, en concertation avec les riverains et les habitants, sont maintenant en place et on a convenu avec eux d'une période d'observation de 6 mois pour faire le point sur ces actions de renfort de signalisation. Voilà, donc on espère évidemment que ces actions amèneront plus de vigilance sur le respect de la vitesse d'une part, et d'autre part sur le respect de la priorité à droite. Et bien sûr, nous réitérons nos sincères condoléances auprès de la famille de ce jeune homme dont l'accident est évidemment tragique. Bonsoir Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je suis Kader Otamen. Question sur la santé adressée au conseiller délégué à la santé, Monsieur Didier Debord. Selon les données fournies par l'INSEE, les indicateurs démographiques montrent que la variation annuelle de la population sur Nanterre est de 0,9%, données fournies entre 2012 et 2017. Cela traduit donc une augmentation de la population qui, je pense, continue encore d'augmenter. Lors d'un rapprochement familial en 2018, mon médecin généraliste a accepté exceptionnellement de prendre en charge ma mère venant de Normandie. Malheureusement, début 2021, elle quitta la région parisienne et me laissant donc sans médecin traitant. Depuis,
Mes recherches pour en trouver un autre sur Nanterre n'ont toujours pas abouti. Par ailleurs, sur Doctolib, nombre d'entre eux affichent clairement le refus de prendre de nouveaux patients. Tout cela me laisse alors penser que depuis 2018, date à laquelle je prends conscience de la problématique, que la situation stagne, pour ne pas dire s'est aggravée sur Nanterre. Ma question est la suivante. Comment expliquez-vous qu'un désert de généralistes puisse s'installer dans la ville, à contrario de pôles de spécialistes à honoraires libres? Quel travail est effectué ou sera effectué afin d'attirer de nouveaux médecins généralistes conventionnés secteur 1, afin qu'une grande majorité de Nanterriennes et Nanterriens puissent être médicalement suivis? Merci. Nanterre a effectivement perdu une quinzaine de médecins généralistes libéraux sur une période de 30 ans, alors que la population de la ville augmentait de près de 9000 habitants. Cette situation n'est pas propre à Nanterre. Elle est la conséquence de plusieurs décisions gouvernementales et notamment du refus persistant de remettre en cause la liberté d'installation des médecins, mais également de la baisse du numerus clausus décidée dans les années 80 et 90. Moins nombreux dans certains territoires, les médecins, qui considèrent probablement à raison que les tarifs conventionnés que leur applique l'assurance maladie ne sont pas suffisamment revalorisés, peuvent être amenés à pratiquer des dépassements d'honoraires que les différents gouvernements se sont toujours refusés à encadrer. Cette situation très préoccupante renforce notre conviction de la nécessité des centres municipaux de santé pour permettre à tous d'accéder à une large palette de spécialités médicales sans dépassement d'honoraires. C'est pour renforcer l'action de la municipalité en matière de santé que nous allons reconstruire le centre municipal de santé Maurice Thorez dans la rue Lebon. C'est cette situation également qui nous a conduit à nous mobiliser avec succès pour conserver un hôpital à Nanterre. Mais cela ne saurait suffire. L'accès aux soins, qui je le rappelle n'est pas une prérogative municipale, ne peut être assuré uniquement par la médecine municipale ou l'hôpital public. C'est pourquoi la ville de Nanterre accompagne les médecins libéraux qui veulent s'installer à Nanterre. Ainsi, ce sont les services de la ville qui ont mis en relation les propriétaires d'un immeuble au 124 avenue Clémenceau avec des médecins qui souhaitaient s'implanter à Nanterre, aboutissant à la création à cette adresse d'un cabinet médical. De même, nous avons saisi l'opportunité d'opérations d'aménagement dans le cadre de la ZAC des provinces françaises pour favoriser l'installation du Médipôle ainsi que du pôle santé La Défense dans le cadre de l'opération Seine-Arche. D'autres projets d'installation sont en cours ou prévus pour accueillir des médecins libéraux. La ville a ainsi vendu les anciens locaux de la Poste situés rue des Alouettes dans le quartier du Mont-Valérien à un médecin de Nanterre qui va y créer un cabinet avec plusieurs confrères. Nous profitons également des projets d'aménagement pour prévoir des cabinets médicaux dans le quartier Hoche, à proximité de la place de la Boule, ou au Parc Sud dans le cadre du programme de logement de la rue de Craiova et dans le cadre de la rénovation des Touraillots. Je pense qu'après ces différentes installations, l'offre médicale à Nanterre sera renforcée, notamment pour ce qui est des généralistes. Bonjour, je suis Midi El Abbassi et j'habite à Nanterre. J'ai acheté dernièrement une voiture électrique et aujourd'hui je dois aller la charger à Rueil-Malmaison. Je dois marcher 20 minutes. Alors ça devient vite compliqué lorsqu'on a besoin de sa voiture tous les jours. Ma question est, quand est-ce que vous prévoyez d'installer des bornes de recharge électriques à Nanterre ou remplacer celles qui ne fonctionnent plus et quand, s'il vous plaît? Merci, au revoir. Donc, pour répondre précisément à votre question, donc les bornes de recharge auxquelles vous faites référence sont les anciennes bornes des véhicules Autolib dont le service a pris fin en 2018. À Nanterre, les emplacements auparavant réservés à Autolib ont été libérés pour devenir dans un premier temps des places de stationnement banalisées. Certaines stations, comme celle située rue Valdec-Rocher, ont été en partie transformées pour du stationnement dédié aux deux roues motorisées.
Grâce à sa forte implication dans le déploiement de l'ancien réseau Autolib, la ville de Nanterre dispose d'un réseau composé de 33 stations comportant 198 bornes de recharge. Dans le cadre de la cessation de l'activité Autolib, la ville est devenue propriétaire des bornes et des infrastructures associées. On appelle ça les biens de retour. Ces infrastructures, bien qu'ayant besoin d'être adaptées techniquement bien sûr, constituent effectivement un atout indéniable dans le déploiement d'un réseau de recharge dont la ville a entendu se saisir. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la municipalité a inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ce soir une délibération consistant à retenir un prestataire. Le choix proposé a été arrêté après une étude comparative des différentes offres communiquées à la ville en matière, car la commune a considéré que c'était la plus favorable aux usagers, tant du point de vue technique que tarifaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En fonction des stations, quelques bornes sont susceptibles de ne pas être remises en service en raison d'opérations de réaménagement de l'espace public, telles que celles réalisées le long du tracé du futur tramway, ou parce qu'elles sont situées dans des zones présentant un déficit en offre de stationnement, ou encore parce que certaines places sont susceptibles de ne pas être remises en service du fait de leur dimensionnement qui ne permet pas d'accueillir un véhicule de gabarit normal, les voitures Autolib, vous le savez, étant de petite taille. Par ailleurs, et pour être complètement le plus complet possible, je tiens à préciser que le début du déploiement des bornes de recharge est envisagé d'ici la fin de l'année 2020, de l'année 2021, excusez-moi, l'année en cours. Parallèlement, et toujours dans cette idée d'accompagner et d'encourager le déploiement de véhicules électriques, la SEMNA, qui assure l'exploitation et la gestion de 13 parkings à Nanterre, que ce soit pour le compte de la ville ou de sociétés privées, est en train de déployer des bornes de recharge dans ces parkings des Lumières et de préfecture qui seront mises en service incessamment sous peu, tandis que celui de Cœur Université en est déjà doté. Donc, vous le voyez, Nanterre poursuit son engagement en matière de transition écologique, y compris sur les véhicules électriques. J'espère avoir répondu à la question. Je vous remercie. Monsieur le maire et toute l'équipe municipale, ne serait-il pas possible de prendre un arrêté municipal pour contraindre les scooters circulant pour livraison dans la ville à passer à l'électrique? Le bruit est infernal, notamment en centre-ville. Bonsoir Madame Thévenard. La pandémie et les différents épisodes de confinement ont entraîné une forte augmentation des livraisons de repas et une augmentation des nuisances occasionnées par ces livraisons, notamment quand ils sont effectués en scooter. À l'origine, les plateformes de livraison de plats cuisinés n'admettaient que les vélos, à la limite des vélos électriques. C'est encore le cas de la plateforme Uber, par exemple, et à la différence de Deliveroo qui accepte que ces livreurs circulent en scooter. Dans les faits, personne ne contrôle rien et 80% des livraisons aujourd'hui s'effectuent en région parisienne sont réalisées en scooter. C'est la conséquence de la baisse des tarifs opérés par les plateformes qui oblige les livreurs à utiliser des scooters pour faire le plus de livraisons possible. Ce faisant, la plupart des livreurs sont dans une illégalité, puisque pour livrer en scooter, même électrique, il faut obligatoirement avoir une licence de capacité de transport léger de marchandises qui suppose une formation qui coûte 500 à 2000 € sur 1 à 2 mois de formation et être inscrit au registre des transports. Si un livreur est contrôlé sans avoir cette licence, bien sûr en théorie, il risque un an d'emprisonnement et une amende de 15 000 €. Pardon. On est dans une situation typique de la nouvelle économie. Aucune régulation, aucun respect du Code du travail, aucune prise en compte des externalités, bruit, pollution, nuisances, accidents, etc. Aucun contrôle des marges indécentes pour les plateformes et au bout de la chaîne, des individus exploités sans aucune couverture sociale généralement et payés une misère. La ville
peut-elle prendre un arrêté pour contraindre les scooters circulant à se mettre à l'électrique? Dans ces termes, non. La seule possibilité juridique serait d'interdire les scooters dans l'ensemble des centres-villes, et vous comprenez bien qu'une telle mesure n'est absolument pas envisageable. Parce que si on interdisait les scooters, il n'y a pas que ceux qui passent pour de la livraison, en fait. En attendant, et comme nous l'avons inscrit dans notre programme, nous incitons les commerçants de Nanterre à utiliser le vélo ou le scooter électrique pour leur livraison. Plusieurs le font déjà, et avec ma collègue Alexandrine Mounier, qui est en charge de la délégation vélo, nous voulons que le vélo s'impose comme un moyen majeur de transport et de livraison de repas. Merci, j'espère avoir répondu à votre question, madame. La question suivante est posée par M. Jacques Armand. Normalement, il est présent dans la salle. Comme vous savez, il y a 3 ou 4 mois, au mois de mars, l'ANSES a publié les résultats d'une étude sur les effets potentiels que pourrait présenter la 5G sur la santé humaine et sur la consommation d'énergie. Alors les premiers résultats sont sortis, et bien que les conclusions provisoires soient qu'il n'y aurait pas d'effet thermique pour la santé humaine à court terme, l'ANSES a demandé des études complémentaires pour savoir quels pourraient être les résultats sur les effets biologiques sur la santé à long terme. Or, lors de la convention citoyenne qui avait réuni une centaine de personnes, dont un climatologue, les participants avaient demandé un moratoire sur la 5G pour le pays, que le président de la République a refusé. Alors une de mes questions est la suivante. Pourquoi ne vous opposez-vous pas à l'implantation de la 5G à Nanterre en attendant d'avoir des résultats probants sur les conséquences de la 5G et les effets qu'elle pourrait avoir sur la santé à long terme? Le débat autour de la 5G est complexe. Cette technologie, au-delà des problématiques d'ordre scientifique et philosophique, soulève des interrogations d'ordre politique. Se pose en conséquence la question de la démocratie. La 5G polarise, les citoyens manifestent, les élus signent des tribunes, des médias en font leurs unes. Il existe un décalage entre le déploiement de la 5G tel qu'il a été envisagé il y a quelques mois, comme une simple formalité, et celui qui a lieu aujourd'hui. La 5G est devenue un objet politique. Pour reprendre les mots de Sébastien Soriano, président de l'autorité de régulation, il y a une exigence démocratique d'interroger ces choix technologiques au-delà de la régulation classique des marchés et de remettre en cause les modèles de décision. Imposer un déploiement de la 5G en passant outre les inquiétudes des citoyens, en ridiculisant ses adversaires, en le comparant à des amiches, n'envoie pas forcément un message de démocratie fonctionnel. La 5G est une question de société. Elle nous permet de nous questionner sur quelle société voulons-nous et avons-nous besoin de la 5G pour mieux vivre. Emmanuel Macron affirme dans son discours du 14 septembre que la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Or, au-delà de l'encre qu'a fait couler sa mention sur le modèle Amish, se pose ici la problématique du fait qui sous-tend le débat autour de la 5G. Si personne ne prône réellement le retour à la lampe à huile, le discours de l'innovation pour l'innovation s'oppose effectivement à une vision de la société qui conteste le progrès comme un train sur lequel nous n'avons pas la maîtrise. Quelle place pour le débat citoyen dans le déploiement de la nouvelle technologie ? Ces questionnements gagnent du terrain. Nombreux sont ceux qui manifestent leur inquiétude pour des raisons sanitaires et environnementales. La 5G a donné lieu à des publications dans la presse, dans de nombreuses tribunes critiques, des demandes de transparence et des premières actions militantes. Les communes sont directement concernées par le déploiement de la 5G. Dans la mesure où cette technologie a besoin d'antennes relais, dont l'installation passe par la déclaration mairie. Il faut toutefois préciser d'emblée que la commune ne dispose d'aucun pouvoir de s'opposer au développement de cette technologie sur son territoire, même si elle souhaite le faire. Les opérateurs connaissent ces règles et travaillent dès maintenant au passage à la 5G.
selon les prévisions de l'autorité de régulation des télécommunications, l'ARCEP. Le lancement du déploiement de la 5G expérimenté actuellement sur plusieurs villes en France permettrait d'équiper 3 000 sites en 2022, 8 000 en 2024 et 12 000 sites en 2025. Cela reviendrait à couvrir 2 tiers de la population en 2025 et le tiers restant en 2030. À Nanterre, au début de l'année 2000, les services de la ville de Nanterre ont reçu 4 opérateurs, Bouygues, Free, Orange et SFR, afin de définir les modalités de travail. Il a été décidé que les opérateurs viendraient 2 fois par an présenter le déploiement fait et les déploiements futurs des antennes 5G. Étant donné la marge de manœuvre quasi inexistante des communes en matière de régulation, les réseaux mobiles et d'autorisation d'installation, la ville s'appuie sur les décisions de l'État pour éviter l'implémentation de ces antennes à proximité des établissements sensibles, notamment les écoles primaires, collèges, crèches, etc. À ce jour, la majorité des antennes 5G déjà déployées et sans être en service s'appuient sur des antennes 4G. Cependant, du fait de la caractéristique de cette nouvelle technologie des ondes courtes, la couverture du territoire par la 5G requerra son déploiement sur de nouveaux sites. En 2020, les antennes 5G inactives ont été installées sur 17 relais de téléphonie mobile à Nanterre. Dans les faits, un opérateur n'est pas tenu de fournir une étude radio, modélisation de l'exposition aux ondes et de la couverture, dans le dossier d'information mairie, DIMI, particulièrement chahuté pendant le débat de la loi Elan le 23 novembre 2018. Le texte abaisse en effet de 2 à 1 mois le délai entre la date de dépôt du dossier d'information remis par l'opérateur au maire à celle du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme pour une installation nouvelle ou de la date de dépôt des travaux lorsqu'il s'agit de modifications substantielles, modifications de support par exemple, apportées aux antennes relais. Mais qui décide de l'implémentation de la 5G sur le territoire d'une commune? Sur ce point, les règles sont claires et connues depuis longtemps. La jurisprudence applicable en la matière est celle de l'implémentation d'antennes relais depuis une décennie. Le Conseil d'État rappelle ainsi que seules les autorités d'État sont compétentes pour réglementer l'implantation des antennes de téléphonie mobile. Ces arrêtés rappellent que le gouvernement est responsable de la politique de télécommunications électroniques et leur mise en œuvre effective. Le maire ne saurait donc réglementer par arrêté l'implémentation des antennes relais sur le territoire, sur sa commune, sur le fondement de son pouvoir de police générale. Le principe de précaution permet-il donc de s'opposer à la 5G? Là encore, une analyse de la jurisprudence balaie cette possibilité. Le Conseil d'État est limpide. Le principe de précaution ne permet absolument pas à un maire d'outrepasser la limitation de son pouvoir dans le domaine de déploiement de la 5G. La haute juridiction estime ainsi que l'absence de pouvoir du maire s'applique même dans l'hypothèse où les valeurs limites d'exposition du public au champ électromagnétique fixées par le décret ne prendraient pas suffisamment compte des exigences posées par le principe de précaution. J'espère